directrice du département Hachette Technique au sein des éditions Hachette Éducation. Donc ce soir, vous êtes très nombreux à nous rejoindre en ce moment pour notre visioconférence sur la maintenance de l'école à l'entreprise que nous avons souhaité organiser aujourd'hui. Cette visioconférence se déroulera en 4 temps. Tout d'abord, nous accueillerons Miroslav Lukic, fondateur de Maintenancia, qui nous parlera de la maintenance aujourd'hui dans la réalité des entreprises. Ensuite, dans une deuxième partie, nous accueillerons Jérôme Melard, enseignant au lycée La Fontaine des Eaux à Dinan, qui nous parlera de ses pratiques pédagogiques en maintenance en bac pro et qui évoquera également le nouveau référentiel du bac pro maintenance des systèmes de protection connectés. Dans une troisième partie et en avant-première, Bénédicte Gogel, qui est responsable éditorial chez Hachette Technique, vous dévoilera les premières pages d'un nouvel outil pédagogique qui paraîtra en avril, qui est un guide de référence de la maintenance que nous éditons chez Hachette Technique. Et enfin, pour clore cette visioconférence, aux alentours de 18h45, 18h50, nous aurons un temps d'échange durant lequel vous pourrez poser vos questions. Alors, bien évidemment, pendant la visioconférence, je vous demanderai de garder vos micros et vos caméras coupés, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférence pendant les interventions des uns et des autres. Néanmoins, vous avez sur Teams un fil de conversation que vous pouvez activer en cliquant sur la petite bulle qui figure en haut à droite de votre écran. Et dans ce fil de conversation, vous pourrez, si vous le souhaitez, intervenir, faire des commentaires ou bien poser vos questions auxquelles nous essaierons de répondre au fil de l'eau. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous souhaite une très bonne visioconférence en notre compagnie et je laisse la parole à Miroslav Lukic. Merci Sophie. Merci. Attendez, je vais passer. Oh, c'est déjà la fin. Non, je suis parti trop loin. Excusez-moi. Alors, cet info départ, je vais commencer par la conclusion. Je reprends au début, excusez-moi. Vous avez voulu aller trop vite, Miroslav. J'ai voulu appuyer trop vite sur le bouton. Alors on reprend. Je remonte en arrière. Ça laisse le temps aux uns et aux autres d'arriver et de se connecter. Voilà. Donc, on est à la slide au début, là? Voilà, c'est parfait, vous pouvez démarrer. Ok, c'est parfait. Alors, merci tout d'abord aux éditions Hachette de m'avoir invité à vous parler d'un métier passionnant qui est la maintenance. Et merci aussi à vous d'être présents ce soir. Alors, aujourd'hui, vraiment seul un petit nombre d'entreprises a réellement mis en application à grande échelle le concept de l'industrie 4.0. Mais ce concept va ouvrir aux industriels de nouvelles possibilités. Cette révolution, elle est en marche et elle va vraiment fortement impacter à moyen terme le travail des services maintenance. Autant dans les tâches quotidiennes que dans la façon d'anticiper les stratégies de maintenance. Et je voudrais ce soir vous parler un petit peu de cette thématique et voir en quoi cette maintenance 4.0, en quoi elle consiste, et derrière voir quels seront les nouveaux critères de recrutement pour les futurs techniciens. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rapidement me présenter. J'ai une formation d'ingénieur, ingénieur arts et métiers. J'ai ensuite une spécialisation en maintenance industrielle, donc avec un master spécialisé en management de la maintenance. J'ai été pendant 18 ans travailler dans l'industrie, en France et à l'international, où j'ai été ingénieur maintenance, responsable de gros services maintenance, et ensuite directeur général de PME industrielle. En 2013... Miroslav, votre micro vient de se couper. Hop. Alors voilà,
Oui, on vous a perdu en 2013. Vous nous avez perdu en 2013. Voilà. Alors, je reviens. Donc, en 2013, donc, j'ai fondé une plateforme qui s'appelait Emploi Maintenance Industrielle, qui vient juste de changer de nom, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, une plateforme dédiée à l'emploi et aux compétences de la communauté maintenance. Et donc, en 2021, donc en début d'année, j'ai complété cette plateforme avec un volet réseau social. Donc, Emploi Maintenance Industrielle est devenu Maintenancia en janvier 2021. Donc, réseau social de la communauté de maintenance, avec pour un des objectifs qui est de créer du lien entre l'école et l'industrie. Alors, créer du lien entre l'école et l'industrie. Donc, qu'est-ce que vous pouvez trouver maintenant sur cette plateforme numérique? Tout d'abord, des ressources liées à l'emploi et aux compétences, avec donc des offres d'emploi diffusées par les industriels, un simulateur d'entretien. Donc, c'est un simulateur d'entretien audio qui peut être utilisé par, bien sûr, des chercheurs d'emploi qui se préparent à la recherche d'emploi, mais aussi par des élèves dans le cadre scolaire, dans le cadre des co-interventions entre des profs de techno, par exemple, et des profs de français, pour préparer un entretien. Donc, c'est un entretien audio. Donc, il y a une banque de questions d'une trentaine de questions. Quand vous lancez le simulateur, donc il y a 5 questions qui sont tirées au hasard. La question est posée par l'appli. Le candidat enregistre sa réponse et à la fin, il peut télécharger au format MP3 l'ensemble de son entretien pour le réécouter et s'auto-évaluer ou éventuellement se faire aider par quelqu'un pour améliorer son entretien. Donc, c'est une appli disponible sur le site. Des tutoriels vidéo et des fiches pour aider à la recherche d'emploi, se préparer à des job dating, par exemple. Il y a aussi un guide PDF téléchargeable pour réussir sa recherche d'emploi. Il y a aussi un podcast qui s'appelle Mentivox. Donc, un podcast, c'est une sorte d'émission audio, une émission radio, qui est disponible sur des plateformes telles que Deezer, Spotify, Google Podcast ou directement sur le site. Et donc, on peut écouter les émissions qui relatent la vie et le métier de technicien de maintenance, d'ingénieur en maintenance, voilà, et qui expliquent un peu leur carrière et leur travail au quotidien pour faire connaître le métier. Il y a aussi un annuaire des formations. Donc, ce sont des ressources qui sont disponibles. Et ensuite, pour permettre le développement de cette communauté, il y a la possibilité pour des clubs maintenance, des écoles, des industriels, des experts, de créer des pages et de communiquer sur leur dynamique au travers d'actualités, d'événements, d'albums, d'articles qui seront diffusés sur la plateforme. Et donc les membres de la communauté, donc les personnes qui visitent Maintenancia, peuvent s'abonner à des pages et être notifiés de votre actualité. Donc voilà en quelques mots la présentation de Maintenancia. Alors, qu'est-ce que c'est que l'industrie 4.0? Alors, on entend parler souvent de ce mot d'industrie 4.0 actuellement. On l'appelle aussi usine du futur, smart factory. En fait, c'est un terme qui est assez récent, qu'on a commencé à entendre en France autour des années 2015. Donc, c'est quelque chose d'assez récent. Et en fait, ça désigne quelque part la 4e révolution industrielle. Alors, juste pour situer les choses, voilà un schéma qui reprend rapidement ce que sont ces 4 révolutions technologiques que l'industrie a connues. Donc, la première révolution, ça a été l'utilisation de la vapeur, la mécanisation pour fabriquer des équipements dans les années 1800. Ensuite, il y a eu la deuxième révolution industrielle qui a été l'utilisation de l'électricité, la production de masse, qui a été marquée par une hausse des cadences de fabrication. Ensuite, la troisième révolution industrielle, dans les années 70-80, c'est l'arrivée de l'électronique, des ordinateurs,
de l'automatisation, qui a marqué une nouvelle étape pour l'industrie. Et aujourd'hui, en fait, on est au tout début de cette nouvelle ère, donc c'est relativement récent, cette 4e révolution industrielle, qui, elle, est marquée par l'arrivée massive du numérique dans le pilotage des usines. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment les 4 étapes. Et cette 4e révolution industrielle, elle est vraiment marquée essentiellement par l'utilisation massive de ces données. Alors, quels sont les objectifs de l'industrie 4.0 ? Alors, il y a je dirais trois gros objectifs pour simplifier les choses. Il y a bien sûr optimiser les systèmes de production, ensuite améliorer les conditions de travail et aussi réduire l'impact environnemental des systèmes de production. Alors, pour illustrer concrètement mes propos, j'ai utilisé une vidéo que j'ai trouvée sur Internet, j'ai mis les références. Donc c'est en fait une des usines en France qui a commencé à implanter cette technologie. Et donc voilà, je vais vous passer la vidéo. Ce qu'on va mettre en place ici, ce sont des objets connectés. En fait, ce sont des capteurs sans fil qui vont pouvoir récupérer de l'information comme de la température ou du courant et qui vont permettre du coup de collecter de la donnée, de pouvoir l'afficher en temps réel à nos opérateurs et surtout de l'envoyer dans le cloud, pouvoir utiliser après des nouvelles technologies comme de l'intelligence artificielle pour pouvoir prédire les pannes et les problèmes sur la machine, que ce soit au niveau de la qualité ou des performances. L'objectif donc c'est de réduire les temps à l'arrêt et faire en sorte que la machine fonctionne le plus longtemps possible et le plus souvent possible, c'est ça? C'est ça, c'est exact. Au sein de cette usine Schneider Electric, il y a aussi une utilisation importante de la réalité augmentée. Concrètement, la réalité augmentée, comment est-ce qu'on peut l'utiliser au sein de cette usine? Alors le but de la réalité augmentée dans une usine, c'est d'avoir accès à l'information de manière plus rapide pour l'ensemble de nos collaborateurs. Le but, c'est de pouvoir donner une procédure de réglage pour nos régleurs quand ils viennent régler la machine. C'est pouvoir accéder à la documentation qui avant était sous format papier, qui du coup maintenant est sous format numérique directement sur la tablette. C'est pour pouvoir accéder aussi aux informations sur les machines directement, quelles sont les variables à l'intérieur qui peuvent évoluer au cours du temps. Aussi, du coup, voilà, pouvoir guider n'importe qui sur un problème donné. Et du coup, on met des procédures standards quand on vient intervenir sur la machine. Du coup, cette tablette, qu'est-ce que tu fais avec pour que ça fonctionne? Voilà. Ce que je viens faire, c'est que si je viens du coup sur la machine et que je viens du coup filmer la machine, ça me permet directement d'avoir accès à différents types d'informations. Alors ça peut être du coup la documentation de qualité qui était avant sous format papier. Ça peut être aussi une vidéo, voilà, sur un réglage ou voilà, quelque chose qui est un petit peu compliqué. On peut aussi avoir des procédures plus poussées où du coup, quand on vient lancer la procédure, on va être guidé pas à pas pour faire la procédure. On se retrouve ici devant notre robot collaboratif. Donc le principe d'un robot collaboratif, c'est de pouvoir travailler avec un opérateur sans avoir besoin de venir protéger la machine avec ce genre de carter. Donc le robot que vous voyez là, il est capable de fonctionner voilà, à l'air libre. Et si jamais l'opérateur vient mettre sa main ou vient se mettre en danger par rapport au robot, il est capable de détecter et de s'arrêter sans mettre en danger et sans blesser les opérateurs. Un opérateur, avant qu'il vienne faire une tâche répétitive, ben maintenant on va lui laisser se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée sur la machine, et c'est du coup ce robot collaboratif qui va faire la tâche répétitive. Ici, on est du coup sur un point de rassemblement de l'usine, où en fait les opérateurs et les personnes en production vont se rassembler une fois par équipe pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé du coup pendant leur équipe. Contrairement à l'idée reçue, où on pense que le robot a pris la place de l'homme, c'est vraiment l'inverse qui se passe dans cette industrie 4.0. On remet l'homme au centre de la décision. On collecte des données, on les analyse, on arrive, grâce à ces analyses, à faire des choses différentes, à prendre des décisions différentes qui permettent de mieux exploiter les machines. Alors voilà, j'espère que vous avez, que la vidéo est bien passée. De toute façon, vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube. Vous tapez Hugo Décrypte Schneider Electric par exemple, et vous allez retrouver la vidéo intégrale. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que voilà, on a entendu parler de différentes choses, d'usines connectées, de collecte de données, avec des capteurs, de la supervision énergétique, la maintenance prévisionnelle. On a entendu parler de choses telles que la réalité augmentée et virtuelle. On a entendu parler de cobots. Alors, on n'a pas parlé d'exosquelettes, mais ça fait partie aussi des technologies de cette industrie 4.0. Il y a aussi des éléments tels que la fabrication additive, donc impression 3D pour le prototypage ou des pièces de rechange.
Voilà, donc ce sont quelques éléments, quelques briques technologiques qui font partie de cette industrie 4.0. Alors, la révolution, voilà, le cœur de la révolution de cette industrie du futur, elle correspond donc à une nouvelle façon d'organiser les moyens de production, l'utilisation sur les machines de production donc de capteurs en tout genre qui seront reliés à Internet, donc l'IoT, Internet of Things, l'Internet des objets, qui va donc récolter ces données, qui va permettre une collecte massive, donc c'est les big data, sur les caractéristiques du process. Ces données recueillies en masse et en temps réel seront analysées grâce au traitement par des algorithmes et par une intelligence artificielle. Donc ça, c'est l'industrie 4.0. Alors, la question maintenant, c'est quel est l'impact sur la fonction maintenance? Alors, aujourd'hui, la maintenance, voilà, je vais dire très schématiquement, l'organisation d'une stratégie de maintenance, elle est composée d'un côté de la maintenance corrective, qui est là pour résoudre un arrêt de production non planifié ou une perturbation qui occasionne des pertes de productivité. Et de l'autre côté, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la maintenance préventive, qui peut être systématique ou conditionnelle. C'est là, normalement, l'essentiel, ce qui devrait être l'essentiel du métier de technicien, c'est justement le développement de cette maintenance préventive. Et dans cette stratégie qu'on a aujourd'hui, on utilise des techniques donc, du type analyse des lubrifiants, analyse vibratoire, de la thermographie infrarouge, des mesures d'épaisseur. On a des techniques de management telles que les 5S, la TPM, la maintenance de premier niveau. Et on utilise le logiciel central de la maintenance, c'est la GMAO, le logiciel de gestion de maintenance assistée par ordinateur. Donc ça, c'est la maintenance aujourd'hui, telle qu'une entreprise normalement structurée devrait avoir. Alors, qu'est-ce que l'industrie 4.0 et la maintenance 4.0 va amener? En fait, va amener la notion de maintenance prévisionnelle. Donc la maintenance prévisionnelle, c'est une forme de maintenance préventive conditionnelle, c'est-à-dire basée sur contrairement à la maintenance conditionnelle. Attendez, Miroslav, oui. Je vous interromps 2 secondes. Il y a quelqu'un qui se connecte visiblement. Est-ce que vous pourriez couper votre micro et votre caméra, s'il vous plaît? Voilà, parce que ça crée beaucoup de perturbations et on ne vous entendait plus très bien, Miroslav. Voilà, vous pouvez reprendre. Merci. Alors, il faut juste remettre votre micro, Miroslav. Voilà, allez-y. Je ne sais pas pourquoi ça se coupe de temps en temps, mais voilà. Très bien, vous m'entendez? Oui, ça y est, c'est bon. Très bien. Donc, la nouveauté de cette industrie 4.0 pour la maintenance, donc la maintenance 4.0, donc c'est la maintenance prévisionnelle, qui est une forme de maintenance préventive conditionnelle. Donc, contrairement en fait à la maintenance conditionnelle classique, qui elle est basée sur des seuils. Donc, lorsqu'on atteint un seuil de niveau de vibration, de température, d'usure, donc un échéancier prédéfini. La maintenance prévisionnelle, elle, va nous permettre, grâce à ces nouvelles technologies, grâce à des capteurs, l'utilisation des données issues des capteurs, grâce à l'intelligence artificielle, donc c'est un mot un peu valise, mais l'utilisation d'algorithmes pour traiter ces données, grâce aussi à de nouveaux métiers qui vont apparaître. Donc on parle souvent de data scientist. Donc grâce à ces nouvelles technologies, la maintenance prévisionnelle va permettre de détecter et de prévoir potentiellement des pannes qu'on ne pouvait pas prévoir avant avec les techniques traditionnelles. Alors on pourrait se poser aussi la question de savoir comment à quoi va ressembler le futur fonctionnement d'un service maintenance.
Alors, j'ai ici un petit schéma qui vous explique, voilà, ce qu'on a vu tout à l'heure un petit peu dans la vidéo. Et ça représente en fait cette nouvelle pièce de puzzle qui arrive dans la stratégie de maintenance. Donc, d'un côté, on va avoir la collecte des données, donc qui consiste tout d'abord à installer des capteurs sur les machines. En amont, bien sûr, avant d'installer le capteur, c'est de savoir finalement quelles sont les informations dont on a besoin pour savoir où les placer. Donc, une fois qu'on a décidé de ça, on a les capteurs. On peut collecter les données et ensuite les regrouper sur une plateforme IoT, sur une plateforme Internet. Il y a la phase d'analyse de ces données. Pour pouvoir, grâce à un tableau de bord, suivre l'évolution de la vie des machines. On a ensuite la phase de modélisation qui consiste, elle, à construire justement cet algorithme, cette intelligence artificielle qui va permettre de compiler toutes ces données et de pouvoir aider le service maintenance à détecter ou à proposer de nouveaux types d'actions. Voilà, donc ça c'est le nouveau puzzle et le nouveau fonctionnement qui va doucement se mettre en place au fur et à mesure dans l'industrie. Alors, ce qui est aussi important, et on l'a entendu en conclusion de la vidéo, c'est que l'humain, en fait, prendra toujours la décision finale, et c'est l'humain, au final, qui va arbitrer. C'est lui qui décide des capteurs qui sont importants, des données qui sont importantes, et c'est lui aussi, au final, qui va décider si, oui ou non, l'action proposée par l'algorithme est judicieux ou pas. Et c'est aussi lui qui va développer et construire en fait ces algorithmes et cette intelligence artificielle pour l'adapter à son unité de fabrication. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, par exemple, on va intégrer de nouveaux équipements, on va faire une extension d'unité, et bien cette IA, il va falloir la faire grandir, un peu comme, vous savez, ces jeux, ces Tamagotchi, où on avait un petit animal à faire grandir et à nourrir. Et bien là, il faudrait visualiser l'IA comme ce genre de petit Tamagotchi, en fait, donc de façon imagée, qui nous permet en fait de piloter et de nous accompagner dans la maintenance et dans la stratégie de maintenance. Alors, on a vu apparaître dans la vidéo aussi de nouveaux outils. Donc, bon, ça, je pense que vous avez déjà vu sur pas mal de documents. Donc, la réalité augmentée, la réalité virtuelle avec des tablettes qui vont permettre aux techniciens d'avoir à portée de main le carnet de santé de la machine, de la documentation, des plans, donc des outils numériques qui permettront de gagner du temps dans les diagnostics, dans la préparation des interventions et la réservation des pièces détachées, par exemple. On va aussi voir l'utilisation de lunettes connectées, par exemple, qui permettront de travailler avec un centre de compétences et d'assistance qui peut être situé ou au siège social de l'entreprise, si c'est un grand groupe, ou un centre d'assistance technique chez le fabricant. Et donc, un technicien, même s'il n'est pas forcément expert, par exemple, en électronique de puissance, il sera capable, grâce à ce pilotage à distance, d'établir un diagnostic, d'analyser une panne, de réparer ou de remplacer du matériel. Alors, quelles sont les compétences professionnelles pour ces futurs techniciens de maintenance? Alors là, je voulais simplement vous illustrer, voilà, j'ai eu un échange avec quelqu'un de la SNCF sur un réseau social, et donc voilà, il expliquait ce que la SNCF avait réussi à mettre en place dans le cadre de la maintenance 4.0, et je lui demandais l'impact sur les compétences. Et donc voilà, j'ai entouré ici sa réponse. Donc il dit il est certain que cela nécessitera la montée en compétences d'une certaine catégorie de techniciens capables d'analyser un grand nombre de données et d'en tirer des conclusions justes. Encore faut-il surveiller les bonnes choses et surtout savoir les analyser. Voilà, donc ce qui est extrêmement important, justement, c'est ce qu'on disait au début, c'est savoir
ce qui est important. C'est savoir, dans cette masse de données, faire le tri pour arriver finalement à ce qui est l'objectif du technicien, c'est d'agir. Donc la première compétence sur laquelle il va falloir vraiment se concentrer, c'est cette capacité d'analyse, de projection et de discernement, parce que la masse de données qui sera disponible obligera le technicien à faire vraiment preuve de capacité de projection dans cette problématique et de discerner l'essentiel. Voilà. Et donc du coup, savoir dire ce qui est utile, ne pas oublier ce qu'il cherche et quels sont les indicateurs qu'il doit prendre en compte pour pouvoir agir. La deuxième compétence, c'est le travail collaboratif, la capacité à dialoguer, parce que justement le travail collaboratif et le fonctionnement en mode projet va vraiment devenir la norme en entreprise, et la capacité à dialoguer sera donc stratégique. Bien sûr, le technicien devra toujours dialoguer comme aujourd'hui avec la production, les services qualité, le service sécurité, pour planifier les interventions, pour les exécuter correctement. Mais sa fonction l'amènera aussi à travailler avec de nouveaux métiers, comme par exemple celui de data scientist, qui est en fait un métier à la croisée de trois compétences, on va dire. D'un côté, les mathématiques et statistiques, de l'autre côté, la programmation et l'algorithmique, et c'est là où le technicien intervient, la connaissance métier. Le data scientist, lui, il n'a aucune connaissance de la maintenance, et c'est le dialogue avec les techniciens qui va faire réussir ou pas un projet de maintenance 4.0. Donc, la capacité à dialoguer avec de nouveaux métiers. Bien sûr, avoir une culture du numérique. Le technicien de maintenance de demain devra être capable et être conscient du potentiel offert par le numérique. À la fois ses opportunités pour pouvoir créer avec les informaticiens des applications sur mesure, et de l'autre côté, les dangers potentiels avec tous ces problèmes de cybersécurité, parce que voilà, de plus en plus d'objets connectés vont apparaître et apparaissent déjà dans certaines usines, et donc la maintenance sera en première ligne pour détecter des problèmes potentiels de cybersécurité. Donc voilà, ce n'est pas forcément le spécialiste qui va résoudre le problème, mais il va falloir être conscient du rôle de la maintenance dans cette culture, enfin dans ce nouveau monde numérique. Troisième compétence importante, ça va être la capacité à savoir évoluer et savoir s'adapter, parce que de par sa nature, le numérique impose un rythme de changement qui est extrêmement rapide et des évolutions constantes. Et du coup, le technicien de maintenance, lui, devra savoir s'adapter. On a vu des lunettes connectées, on a vu de la réalité augmentée, de l'intelligence artificielle, mais ça, ce n'est vraiment que le début. Donc on attendra du technicien de demain de savoir se former, s'adapter, remettre régulièrement en cause ses acquis pour utiliser de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux, de nouveaux outils qui lui permettront d'être toujours performant. Bon, là, je ne m'inquiète pas trop, c'est en général dans la nature du technicien d'être assez curieux et d'avoir envie d'apprendre. Voilà, donc je dirais qu'en conclusion, pour accompagner la montée en compétence de ces techniciens, et ce qui est important, c'est que les bases techniques, de toute façon, ces bases techniques solides, elles sont et elles resteront de toute façon fondamentales pour le métier de technicien, pour être capable de faire le lien entre des données virtuelles, donc on va avoir vraiment beaucoup de données, et faire le lien entre ces données virtuelles et des réalités physiques, des températures, des vibrations, comment fonctionne un roulement, comment fonctionnent des équipements. Ça va être nécessaire, donc cette technicité va être nécessaire pour être capable, bien sûr, de diagnostiquer des pannes, réaliser des interventions de maintenance sur les équipements, ça reste les basiques, intervenir en toute sécurité et dans le respect de l'environnement. Dans le monde de demain, on attendra du technicien aussi des compétences accrues
dans ses capacités relationnelles et dans la culture du numérique. Ces nouvelles compétences, elles lui permettront de participer justement à l'amélioration de la fiabilité des systèmes de production, de travailler en mode collaboratif et de continuer à se former. Voilà. Je vous remercie. Et puis, si vous avez des questions, alors je ne sais pas s'il y a un temps de questions après. Sophie? Alors, oui, alors on va peut-être réserver les questions pour la fin de la visioconférence, une fois que les enseignants présents auront une vision globale un petit peu de notre discours. Donc là, je vous remercie beaucoup, Miroslav. L'idée, c'était vraiment de faire une plongée avec vous dans l'industrie 4.0, dans la maintenance 4.0 et d'essayer de voir ce qui se passe actuellement dans les entreprises et quelles seront les conséquences sur les compétences qu'on attendra des jeunes qui arriveront sur le marché du travail en tant que technicien de maintenance. Donc là, je crois qu'on a une très bonne vision avec ce que vous venez de nous dire de ce qui se passe, je dirais, dans la vraie vie de l'industrie. Et je pense que maintenant, on va aller voir ce qui se passe du côté des ateliers et des salles de classe en lycée professionnel avec Jérôme Lard, qui est enseignant à Dinan et qui va nous en dire un peu plus sur ses pratiques pédagogiques et surtout qui va nous dire 2 mots du coup sur le nouveau référentiel qui arrive là, à la rentrée prochaine de Bac Pro maintenance des systèmes de production connectés. Et on va voir qu'on retrouve un certain nombre d'éléments dont Miroslav a pu nous parler. Donc Jérôme, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Tout à fait. C'est parfait, c'est parfait. Donc bonjour à toutes et à tous. Et donc voilà, moi je suis enseignant en Bac Pro maintenance au lycée La Fontaine des Eaux à Dinan, vous voyez, dans cette superbe ville médiévale où il fait bon vivre avec des gens sympathiques, pas très loin de la mer. C'est pour vous dire qu'on n'est pas très malheureux là-bas. Donc moi, ce que je vais dans mon intervention, je vais vous livrer une synthèse de la lecture que j'ai fait du Bac Pro, du référentiel du Bac Pro, mais une lecture personnelle. Ça n'engage que moi. Et puis ensuite, je vous montrerai, je témoignerai un peu de ma pratique professionnelle qui vous donnera peut-être des idées sur la façon de mettre en œuvre ce référentiel. Alors, j'insiste sur le fait que c'est ma vision personnelle des choses qui n'engage que moi. Je ne vais pas me livrer à une exégèse complète comme pourraient le faire les corps d'inspection. Parce que comme je vous l'ai dit, j'aime bien ma ville de Dinan et je n'ai pas envie de me retrouver à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, je vais déjà vous donner quelques mots sur le nouveau référentiel, donc qui traduit bien en fait, ce que disait Miroslav, traduit bien, à mon avis, pour en avoir fait une lecture approfondie, les nouveaux besoins de l'industrie 4.0. Alors, je l'ai parcouru et je me suis rendu compte qu'il était finalement assez ambitieux, puisque, en fin de compte, il reprend presque l'intégralité du programme de Bac Pro MEI. La seule chose qu'ils ont enlevé, c'est le tournage. Mais ils ont rajouté plein de chapitres qui sont adaptés à l'industrie 4.0, au premier rang desquels se situe l'IoT, l'Internet des objets, Internet of Things. Donc c'est un gros chapitre qui comprend d'une part des choses sur les nouveaux capteurs, les nouveaux actionneurs. C'est du nouveau matériel qui arrive, qui maintenant est capable de se connecter à des systèmes d'information d'entreprise sophistiqués. Il y a tout un chapitre aussi sur les réseaux industriels. Alors là, ça va assez loin puisque il y aura le GSM, la Wi-Fi, Ethernet, les bus de terrain, que sais-je encore. Donc la Li-Fi, c'est transmettre des données par la lumière. Oui, c'est quand même des techniques un peu sophistiquées. Il y aura tout un chapitre aussi sur la maintenance connectée, sur l'analyse et la collecte des données, en liaison avec les data scientists. Par exemple, on peut imaginer que l'agent de maintenance va demander aux data scientists de surveiller tel ou tel capteur, et pour ensuite donc envoyer ça vers des logiciels appropriés avec des algorithmes de big data ou de machine learning. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez copieux. L'irruption aussi des robots et des cobots dans l'atelier. Je crois qu'on sera tous équipés d'un cobot ou d'un robot. Avec les cobots, on pourra se faire son petit café le matin, ça va être sympathique. Mais en tout cas, les élèves, ils seront susceptibles de mettre en service des robots, des cobots, de faire la maintenance de premier niveau, de transférer des programmes. Donc ça promet d'être intéressant. Il va y avoir de nouveaux outils pour la maintenance, comme par exemple l'impression 3D. Donc moi, ça me donne l'idée déjà de, pourquoi pas, dans le cadre du chef-d'œuvre, de faire, pourquoi pas, une conception d'une petite machine automatisée. Enfin bon, ça, je ne sais pas encore, on verra bien. Je ne sais pas encore m'en servir. Il y aura bien sûr les lunettes de réalité augmentée, comme vous l'a dit Miroslav, qui serviront avec des jumeaux numériques à faire de la télémaintenance. Donc ça, ce sont des nouvelles activités. Et par-dessus tout ça,
eh bien, il va falloir enseigner aux élèves aussi, leur donner des notions de cybersécurité. Donc ça, c'est aussi dans le programme. Donc la cybersécurité, c'est un enjeu majeur hein, pour l'usine de demain, puisque tous les objets sont connectés, hein, même les détecteurs de fumée. Tout est susceptible d'être attaqué par des hackers. Hein. Si vous lisez les pages consacrées à la cybersécurité du guide de la maintenance industrielle, justement, vous verrez un scénario qui paraît hallucinant, mais pourtant qui est basé sur des faits réels, sur la façon dont les hackers maintenant s'y prennent pour pénétrer même des entreprises super sécurisées. Donc la cybersécurité, c'est important, surtout que maintenant les hackers, c'est des professionnels, ils sont des milliers qui travaillent pour des États ou des entreprises concurrentes et qui vont pouvoir, pourquoi pas, installer des ransomware ou encore saboter la production pour faire en sorte que les objets produits soient légèrement défectueux ou ne répondent plus aux normes ou encore tout simplement espionner la recherche et développement. Une autre partie très intéressante du référentiel, moi qui m'intéresse au premier chef parce que j'aime beaucoup les voyages, c'est la mobilité des élèves à l'étranger. Maintenant, ils vont pouvoir faire des stages à l'étranger. C'était déjà le cas avant, mais là, ils pourront. Maintenant, c'est écrit dans le référentiel, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, je vous avertis tout de suite que j'ai déjà réservé le lieu de stage pour mes élèves. Donc, c'est plein, n'essayez pas d'y aller. Hein. Ce sera la distillerie Jameson à Cork. Donc, ça c'est pour moi, ça. Ça, c'est pour moi. Alors, avec tout ça, donc, il y a une question qui se pose. C'est finalement, comme on le voit, il y a plus de choses à enseigner et les heures, eh bien, il n'y en a pas plus. Et peut-être même que certains pensent qu'il y en a moins, puisqu'il y a maintenant la co-intervention. Moi, ce n'est pas ce que je pense, parce que je pense que c'est une bonne façon d'enseigner autrement. En plus, on a le plaisir de recevoir des professeurs d'enseignement général. Il y a aussi le chef-d'œuvre. Bon, en tout état de cause, avec un nombre d'heures identique, il va falloir faire passer plus de choses. Donc moi, ce que je vais témoigner, c'est d'une pratique que j'utilise maintenant depuis un certain temps. Alors, oui, comment faire? Voilà, c'est ça, j'ai oublié cette petite diapo. Donc, avant, j'utilisais la méthode traditionnelle d'enseignement, là, que je vais détailler tout de suite après, que je n'utilise plus maintenant grâce à une classe épouvantable que j'ai eu la chance d'avoir il y a quelques années et qui m'a fait changer de pratique parce que de toute façon, c'était impossible de faire en utilisant la méthode traditionnelle. Alors, méthode traditionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est des cours magistraux. Hein, et on voit qu'au bout d'une heure, les élèves ils n'ont pas retenu grand-chose de ce qu'on a pu raconter. Hein, et un mois après, encore moins. Des longues séances de lancement de TP, parce que si vous avez 15 élèves, vous avez peut-être 8 TP tournants, donc il faut expliquer tout ça d'un seul coup. Au bout d'une heure et demie, la plupart des élèves n'ont pas retenu ce que vous avez dit au début, et d'ailleurs vous-même non plus. D'ailleurs. Et donc, quel résultat? Qu'est-ce qui se passe? Des files d'attente, vous êtes obligé de répéter 15 fois la même chose, et donc des élèves qui s'ennuient, et un professeur stressé. Donc, une solution possible qui a fonctionné avec moi, avec mes camarades du lycée, en tout cas, tiens, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Un petit message qui s'affiche là. Donc, bon, ça fonctionne bien. Donc, c'est quoi? C'est faire des tutoriels vidéo. Donc, nous, on fait des tutoriels vidéo qu'on publie sur YouTube, sur la chaîne Albert Duplantin. Et puis, alors, ça peut être des vidéos de gestes techniques ou des vidéos, par exemple, sur le câblage électrique ou même sur l'utilisation d'un logiciel. Ensuite, on les organise dans Moodle. Alors, vous voyez, les élèves se connectent sur Moodle et par exemple, s'ils veulent faire de TP changement de courroie ou d'utilisation d'un tachymètre, ils cliquent dessus, ils ont accès aux vidéos, aux documents nécessaires, la documentation en machine. Mais mon petit doigt me dit que l'inspection va sans doute préconiser d'utiliser des logiciels de GMAO pour lancer les TP. Et dans un logiciel de GMAO, on peut faire pareil, on peut mettre des ressources, des vidéos, des documents, tout ça. Donc, c'est peut-être ce qui se préfigure. Voilà, donc la GMAO, c'est aussi sur, on peut trouver ça bien sûr sur des smartphones, hein, c'est beaucoup utilisé dans l'industrie. Et puis, je leur demande d'utiliser un manuel pour les notions théoriques, et puis comme ça, ils l'ont toujours sur eux, ils peuvent s'y reporter le cas échéant. Donc ça tombe bien, parce qu'il y en a un qui va sortir là bientôt, et qui est très très bien, je peux vous le dire. Et donc voilà, donc petit exemple, alors pour illustrer mes propos, donc je prends l'exemple d'un
TP. Alors, c'est peut-être pas celui qui est le plus adapté pour l'industrie 4.0, mais en tout cas, c'est celui que je fais, le premier TP que je fais avec les secondes quand ils arrivent en début d'année. C'est un TP de câblage d'électricité domestique. Alors, c'est pas au programme, mais bon, c'est une bonne introduction parce que ça permet qu'ils utilisent des choses qui leur sont familières, puisque chacun a ses composants chez lui. Donc, alors, comment ça se passe? L'élève, au départ, quand il arrive le matin, il se connecte à Moodle ou au logiciel de Gemao plus tard. Il regarde ce qu'il a à faire, il regarde des vidéos, donc des gestes qui démontrent les gestes techniques, regarde ce qu'il a à faire, peut prendre connaissance des documents supplémentaires, des catalogues, des choses comme ça. Il va aussi ouvrir son manuel à la page concernée, qui lui fournira les notions théoriques nécessaires. Il va répondre aux questions et ensuite faire son activité pratique en autonomie, sans que j'ai besoin d'intervenir. Et au bout d'une heure ou deux, eh bien, il a réalisé son TP. Alors, ça peut être celui-là, ça peut être de l'analyse d'huile, de l'analyse vibratoire, que sais-je encore, hein, on peut tout imaginer, ou l'utilisation de lunettes de réalité augmentée. Et résultat, finalement, les élèves sont plus autonomes. Ceux qui sont plus rapides et plus doués, ils peuvent faire plus de TP que les autres. Et ceux qui ont plus de difficultés, ils peuvent jouir de la présence de leur professeur qui est moins occupé. Et donc, ça fait un professeur plus détendu, au passage, qui n'est pas le moindre des avantages de la méthode. Et puis, c'est ce que Miroslav m'a dit en aparté quand on discutait de la question. En fait, apparemment, c'est ce qui est de plus en plus utilisé. Miroslav peut-être le confirmera. C'est ce qui est de plus en plus utilisé dans l'industrie. Souvent, maintenant, ils vont de plus en plus utiliser des tutoriels vidéo et utiliser aussi de la documentation en ligne. Et tout ça préfigure peut-être, je l'espère, la pédagogie 4.0, c'est ce que j'appelle de mes voeux, voilà, où le professeur est quand même beaucoup plus détendu. Eh bien, voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Donc, je vais repasser la parole à mes camarades des éditions Hachette. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, merci beaucoup, Jérôme. Merci pour ce partage d'expérience. Alors voilà, donc. J'aurais quand même rajouté un petit mot. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec les éditions Hachette, qui sont des gens chaleureux, bienveillants et très professionnels. Voilà, il fallait le dire quand même. Merci beaucoup, Jérôme. Alors voilà, donc on a pu vous présenter deux outils là, dans la première partie de cette visioconférence, avec tout d'abord la plateforme Maintenancia, qui peut être un outil intéressant pour vous et qui fait le lien vraiment avec l'industrie. Jérôme vous a parlé en toute modestie de sa chaîne YouTube avec les vidéos d'Albert Duplantin. Et maintenant, je laisse la parole à Bénédicte Gogel, responsable éditorial chez Hachette Technique, et qui va vous parler d'un autre outil qui vient en complément apparaître en avril 2021. Bonsoir à tous. Alors, moi, je vais vous présenter ce soir ce guide de la maintenance qui va paraître en avril et qui va permettre de vous accompagner un petit peu dans tous ces changements de métier qui se répercutent aussi dans le référentiel en lycée professionnel. Donc, c'est un guide qui, vous le voyez, va faire 256 pages, bon, 29,90 €, qui va, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va exister évidemment en version papier et en version numérique. Ce qu'on peut dire sur les auteurs, c'est que ce sont pour la plupart des enseignants, mais aussi des ingénieurs, et que nos auteurs viennent de différentes académies. Donc tous les territoires sont un petit peu représentés. Les spécimens vont arriver en avril dans vos établissements. On a ciblé, là vous voyez, les enseignants de maintenance, les chefs de travaux et les coordonnateurs. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire sur cette approche qu'on a vraiment travaillé finement avec l'éditrice, avec nos auteurs, on a vraiment souhaité avoir une approche synthétique pour aller à l'essentiel. Et donc, ce guide, il est organisé par fiches, des fiches simples qui sont structurées, qui sont claires, avec un repérage très évident dans la progression des fiches, avec énormément de schémas et d'exemples pour faciliter la mémorisation et pour que ce soit surtout un outil agréable pour les élèves et les enseignants. Alors, plus concrètement, pourquoi est-ce que cet ouvrage est un ouvrage de référence ? Eh bien parce qu'on y aborde tous les domaines techniques que vous connaissez, que Miroslav et Jérôme ont cité tout à l'heure. Donc on va retrouver évidemment toutes les parties sur les automatismes,
sur l'électricité, la pneumatique, l'hydraulique, enfin tout ce que vous connaissez déjà par cœur, l'intervention mécanique. Et puis, on a dédié toute une première partie. Ah, pardon, Marion, est-ce que tu peux juste retourner un tout petit peu en arrière? Voilà, on a dédié une première partie à la maintenance. La maintenance est son métier et le secteur d'activité en lui-même. Voilà, on a dédié cette première partie pour représenter la maintenance aujourd'hui. On a aussi également introduit, on a introduit les nouvelles thématiques du référentiel dans ce nouveau guide. Comment? Donc, en abordant, vous voyez, en deuxième partie, toute la partie industrie et maintenance 4.0 dans laquelle vous allez pouvoir retrouver tout ce que Miroslav et Jérôme évoquaient tout à l'heure, à savoir la robotique, la cobotique, la cybersécurité. Et vous allez retrouver dans cette fameuse fiche les exemples dont Jérôme vous parlait tout à l'heure. Et puis la maintenance connectée. Et puis évidemment, une partie conséquente, parce que c'est important dans le référentiel et dans la vie professionnelle en entreprise, bien sûr, sur la sécurité et l'environnement, avec des fiches autour de la démarche qualité, les outils de la qualité, mais aussi les nouvelles normes de sécurité, les normes et les réglementations environnementales pour la gestion des déchets, par exemple. Voilà, donc ces nouvelles thématiques du référentiel, on les a prises en compte, elles apparaissent dans toutes ces fiches. Et pour vous faciliter, à vous enseignants, la pratique de ce guide, on met à votre disposition en téléchargement sur le site hachette-education.com un tableau de correspondance pour vous montrer la correspondance entre notre sommaire du guide et le référentiel des activités. Vous voyez bien où sont traités quels aspects du référentiel. Voilà. Et on a aussi mis l'accent sur tout ce qui était communication. Donc ça, c'est vraiment toute la partie, les compétences dont Miroslav vous parlait, autour des compétences de soft skills un petit peu que les élèves vont devoir développer pour pouvoir évoluer en entreprise, à savoir discuter avec le data scientist ou voilà, on a aussi un dictionnaire technique anglais-français si l'élève veut aller faire son Erasmus+, son stage à l'étranger, ou même juste être capable de déchiffrer et lire et comprendre de la documentation technique de fournisseurs étrangers. Donc voilà, on a vraiment dédié ces deux parties à la communication et au vocabulaire technique en anglais. Alors, dans ce guide, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'avoir deux approches. Ces deux approches, c'est d'abord l'ancrage dans la réalité professionnelle, parce qu'évidemment, l'élève, il faut le projeter tout de suite dans sa vie professionnelle. Donc, comment on a fait? On a cette première partie dont je vous ai déjà parlé, dédiée au métier de la maintenance, et ça passe par exemple par une fiche sur métier, orientation et emploi, pour aider l'élève à se projeter dans ce futur métier. C'est grâce à cette fiche que l'élève va pouvoir aller par exemple sur le simulateur d'entretien d'embauche de Maintenancia. Cet ancrage professionnel, on l'a aussi concrétisé grâce à deux partenariats, et en particulier un partenariat avec Maintenancia, dont Miroslav est le fondateur. Donc ce partenariat, il se concrétise comment dans notre ouvrage? Vous allez pouvoir retrouver tout au fil des fiches, pas toutes, mais un certain nombre, vous allez pouvoir retrouver les fameux petits podcasts, donc ces petites capsules audio qui sont des morceaux d'interviews de jeunes techniciens de maintenance qui nous livrent leurs témoignages de leurs pratiques quotidiennes, ce qui les intéresse, comment ils travaillent, etc. Et donc là, on a par exemple, et on va vous en montrer un extrait, un petit extrait du podcast d'Eddy, qui est un des techniciens en hydraulique interviewé par Maintenancia, et qui permet aux élèves en fait de vraiment se projeter dans la réalité de leur futur poste. Bonjour et bienvenue sur Maintivox, le podcast qui donne la parole à la communauté maintenance. Si tu pourrais peut-être juste rapidement nous décrire ta PME, vous êtes combien de personnes et après, voilà, comment on fait au quotidien. On est une société, on est scindé en deux agences. On est 8 personnes en tout sur les deux agences. Et du coup, donc, on est sur 2 sites. Et moi, en fait, je gère tout ce qui est stock, tout ce qui est commande, réception des commandes. On est au téléphone.
Je m'occupe aussi de tout ce qui est réparation. Alors, c'est à peu près en 50% réparation et 50% gestion de magasin. C'est-à-dire que tout ce qui est, fois qu'il y a de la réparation ou des pièces qui rentrent, où il faut donner un coup de main, ou si je suis tout seul, il faut le faire, ben, je vais faire, je vais faire ça aussi. Et est-ce que tu interviens uniquement dans l'atelier ou est-ce que tu vas aussi chez les clients? Plus souvent à l'atelier, oui, mais ça arrive qu'on doive aller chez les clients. Quels sont les équipements sur lesquels tu interviens? C'est pareil, c'est très varié. Sur l'hydraulique, sur des vérins hydrauliques, sur même chez le coiffeur, quand on va chez le coiffeur, le petit siège qui vient nous monter ou descendre, ou chez un vétérinaire, la table qu'on monte et qu'on descend, tout fonctionne à l'hydraulique. Ouais. Voilà, donc ça c'était un petit extrait d'un podcast, donc une petite capsule audio, hein, c'est une interview enregistrée en audio que vous pouvez retrouver et du coup qui répond précisément au thème de la fiche que vous êtes en train de lire en fait. Donc c'est l'ancrage métier de la théorie qu'on est en train de vous expliquer. Et puis, le deuxième axe pour illustrer cet ancrage professionnel, c'est la réalisation, grâce à notre partenaire Je viens bosser chez vous, d'une vidéo sur mesure que l'on a réalisée à la RATP et dont on va vous montrer un petit teaser. Cette vidéo, donc on vous montre le teaser parce que voilà, il faut avancer dans la visioconférence, mais vous pourrez retrouver cette cette vidéo en immersion à la RATP sur la chaîne YouTube de Je viens bosser chez vous. Je vous laisse découvrir donc ce petit teaser à la RATP et je vous invite à aller le découvrir dès que vous aurez 2 minutes. Voilà pour l'immersion à la RATP. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui est vraiment excellente sur le site, la chaîne YouTube de Je viens bosser chez vous. On est en immersion à côté d'un technicien de maintenance sous les rames de la ligne 1 du métro. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller la découvrir. Voilà, donc on peut passer à la suite. Sur Mentivox, le podcast qui donne la parole à la communauté. Voilà. Notre deuxième axe, au-delà de l'ancrage professionnel, c'était d'avoir un accompagnement pédagogique qui soit efficace pour les élèves qui seront équipés de ce guide. Ça passe par quoi? Ça passe par exemple, un essentiel qui conclut chaque fiche et qui permet de rassembler vraiment l'essentiel de la notion à retenir. Donc évidemment, l'élève, il va en avoir besoin de son guide en atelier ou en stage éventuellement, mais aussi pour préparer évidemment ses épreuves du bac. Donc là, on lui donne pour chaque notion ce qu'il doit retenir de façon les plus visuelles possible, grâce à des schémas, des tableaux, des photos, pour que cet ancrage visuel fonctionne et que la mémorisation soit facilitée. Donc on associe toujours dans ce guide voilà, la notion avec une application métier en vidéo, en audio ou à travers des photos ou des schémas. Ensuite, on a un accompagnement pédagogique qui est lié au grand nombre de ressources numériques que vous allez pouvoir retrouver dans chaque fiche. Donc, comment fonctionnent ces ressources numériques? Vous avez dans la marge toujours des petits pictos violets qui vous donnent la nature de la ressource. Par exemple, ici, on a une vidéo, une application qui est proposée par Albert Duplantin. Et de façon à rassembler toutes ces ressources, vous trouverez toujours en tête de fiche un QR code et un mini-lien. Et en flashant ce QR code ou en saisissant ce mini-lien,
vous arriverez directement sur les ressources de la fiche en question. Donc là, sur cette fiche, vous avez une ressource, mais il arrive souvent que plusieurs ressources soient sur chaque fiche. Donc ici, on a voilà, une vidéo de la chaîne YouTube d'Albert Duplantin, notre bien nommé Jérôme, en tout cas auteur avec nous. Voilà, et puis on peut passer à la suivante, je pense. Ce qu'on propose également comme accompagnement pédagogique, c'est de proposer par exemple des exercices d'application. Justement, toujours dans cette dynamique de préparer à l'épreuve du bac ou de préparer une séance en atelier, des exercices d'application que vous pouvez télécharger et puis voilà, pour travailler un point en particulier. Donc vous retrouverez, on a vu tout à l'heure une vidéo, typiquement vous pouvez retrouver les exercices d'application, des podcasts voilà, de Maintenancia. Vous pouvez retrouver des liens vers des articles du code parce qu'il y a une nouvelle norme de sécurité qu'on a précisée dans cet ouvrage. Et puis, au-delà des fiches, vous avez un index très précis qui vous indique, enfin voilà, pour la manipulation du guide, c'est essentiel. Et du coup, vous pouvez rechercher des termes très précis tels que diode, disjoncteur, et vous savez exactement à quelle page retrouver tous ces éléments. Donc les élèves, ils peuvent aussi se repérer grâce à juste des mots-clés, des mots techniques qu'ils ont attrapés, mais ils ne savent pas forcément se repérer dans le sommaire général. Grâce à l'index, ils vont directement à la page concernée. Voilà, donc toutes ces ressources numériques, elles sont bien sûr accessibles à tous, que vous soyez équipés en papier ou en numérique. Soit vous flashez ou vous saisissez le mini-lien numérique, vous pouvez cliquer directement sur les pictos. Et pour vous repérer dans toutes ces ressources numériques, il y a un sommaire des ressources numériques dans le livre qui recense un petit peu voilà, tout ce qu'on peut vous proposer, à savoir 22 podcasts, donc ces petites capsules audio enregistrées par Maintenancia, plus de 30 fichiers à télécharger qui peuvent être les fameux exercices d'application par exemple, les 30 vidéos dont celle qu'a réalisée Albert Duplantin sur sa chaîne YouTube, mais aussi Je viens bosser chez vous à la RATP, et puis des liens nombreux vers des sites web, vers le code du travail, vers le code de l'environnement, vers des normes, voilà, vers des sites d'acteurs professionnels importants du secteur. Voilà, j'ai essayé de faire vite pour vous donner un panorama et rester dans le timing de la visioconférence, mais n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions pour qu'on puisse avoir ce petit temps d'échange qui était prévu. Et je vous remercie à tous beaucoup pour votre attention et votre intérêt pour cette visioconférence. Alors, il y avait une première question sur le fil de conversation. Bonjour, existe-t-il un logiciel de supervision qui prend le dessus? Sinon, quels sont les plus répandus? Alors, Miroslav et Jérôme, je vous laisse répondre parce que j'en serais bien incapable. Moi aussi. Ah. Alors moi, j'en ai un, c'est ce que j'expliquais dans le fil de conversation que j'utilise, mais il n'est pas forcément très performant. Donc, il y a quelqu'un qui nous suggère DMS. Oui. Donc, il faudra aller voir. Je ne sais pas si Miroslav, tu en connais des meilleurs. Non. Non, pas forcément. Non. Non. C'est vrai que ça va être un travail qui va être fait par les groupes de secteurs qui sont chargés de prescrire un peu le matériel à acheter. Donc, j'espère. Moi, je n'y participe pas, donc je ne sais pas trop. Mais personnellement, je n'ai pas fait de recherche encore là-dessus. Parce que la question, c'était le logiciel de supervision pour les données ou pour la GMAO? La première question, c'était pour la supervision. Ah, je n'avais pas compris ça. Ah, la première question, c'était pour la supervision. Oui. Alors, pour la supervision, en fait, chaque fournisseur de matériel propose ses supervisions, hein, en fait, en réalité. Donc, ce qu'on voit souvent dans les industries, enfin, du moins dans les industries que je connais, parce que je parle assez modestement, moi, je suis sans doute moins calé que Miroslav pour répondre à tout ça, ou même à un ingénieur qui baigne là-dedans. En tout cas, moi, j'étais en contact pour écrire quelques pages du guide de la maintenance avec une industrie qui s'appelle Effitech, qui est basée à Dinan, et qui font des machines sur mesure et qui sont à la pointe de la technologie, même en maintenance connectée, etc. Et donc, eux, ils utilisent une certaine catégorie de matériel avec le logiciel de supervision qui va bien. En fait, ils se contentent, ils ont choisi un fournisseur ou quelques fournisseurs, ils ont des logiciels de supervision qu'ils proposent avec. Hein. Donc, en l'occurrence, je peux vous citer une boîte qui fabrique ces objets-là. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Ça, c'est des nouvelles prises multiples pour les capteurs connectés, en fait. Et c'est une boîte qui s'appelle IFM.
Et donc, elle propose des logiciels de machine learning et de supervision pour remonter toutes les informations de leur propre capteur. Mais bon, voilà, ça c'est un exemple que je peux vous donner, mais j'en connais pas d'autres, hein. Malheureusement, je ne suis pas assez compétent pour vous répondre. J'ai pas forcément beaucoup plus de détails par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a pas vraiment de... Enfin, c'est un peu une bataille commerciale, quoi. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une norme ou un fournisseur pour ce type de logiciel. Voilà. Ça reste quand même assez ouvert. Voilà, donc ça c'était la réponse à la question de la supervision. Donc sur la GMAO, pardon. Jérôme, vous y avez répondu. Alors, on nous a demandé si la visio était enregistrée. Oui, et effectivement, vous pourrez avoir accès au lien qui permettra aux personnes non présentes de visualiser le replay. Avez-vous testé l'utilisation du guide avec une classe? Eh bien, non. Et vous allez Pas dire pourquoi? encore. Pas encore. Pas encore. Néanmoins, toute l'équipe d'auteurs, hein, toutes les personnes qui ont rédigé ce guide sont des enseignants qui ont parfaitement calibré leurs fiches par rapport à ce qu'ils voient en classe avec de vrais élèves. Une deuxième question de quelqu'un qui demandait s'il existait un livre pour les BTS maintenance de système de production. Alors, nous, on va publier ce guide qui est un guide de référence, guide de la maintenance, qui peut tout à fait, effectivement, être utilisé en lycée professionnel, voire en lycée technologique et peut-être pour une petite partie en BTS. Vous verrez sur la couverture, on n'a pas mis de niveau parce que c'est un guide vraiment assez généraliste. Voilà. Et qui pourrait convenir à des BTS, hein, sauf Tout à peut-être fait. dans des parties beaucoup plus pointues. Oui, voilà. Exclusivement les BTS, par exemple la programmation des machines, des automates, des choses comme ça. Mais pour le reste, c'est assez complet. Enfin, voilà. En tout cas, pour les BTS maintenance de système de production, sur tous les points généralistes, ça pourra coller. Sur les envois de spécimens, nous avons une question. Oui, c'est un envoi qui est automatique et qui a lieu tout au long du mois d'avril en fonction des différentes zones de vacances en France. Donc, tous les enseignants les recevront. Une question pour vous, Jérôme. Alors attendez, oui. De votre point de vue, est-ce qu'il vaut mieux acheter une version numérique ou une version papier? Alors que ça dépend des pratiques, effectivement. Alors moi, je sais que je fais beaucoup de numérique avec mes élèves et du coup, j'aurais tendance à acheter la version papier. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai des élèves qui ont une préférence cognitive. C'est pas forcément le numérique, ça les attire pas du tout. Voilà, ça existe. Il y en a une proportion non négligeable, disons un tiers. Et donc, eux, ils aiment bien le papier. Voilà. Et en plus, d'après ce que vous nous avez expliqué, en fait, ce guide, en fait, il peut pointer avec des flashcodes vers des ressources numériques aussi, hein, donc des exercices, des choses comme ça. Donc, je pense que moi, personnellement, j'achèterais la version papier. Oui, tout à fait. Hein. En tout cas, en fonction des régions, bien évidemment, et des équipements d'établissement, les pratiques sont différentes. Mais quelle que soit votre situation, si vous optez pour la version papier, vous avez accès exactement aux mêmes ressources numériques que celles qui seront disponibles dans le manuel numérique. Voilà, il n'y a pas de différence. Hein, donc, il suffit de flasher ou de saisir un mini-lien et vous avez accès à toutes ces ressources numériques. Est-ce qu'il y a une différence de prix entre le manuel papier et le manuel numérique, hein? Alors, les licences numériques sont des licences annuelles. D'accord. Hein, donc, le prix, là, on vous a donné le prix du manuel papier. Voilà, on ne vous a pas mis le prix des licences numériques. Ce sont des licences annuelles et par élève. Et c'est l'intendant de l'établissement qui passe commande. D'accord. Alors, on vous envoie, je réponds aux questions qui sont sur le fil, on vous envoie les spécimens papier. On n'envoie pas les spécimens des licences numériques. En revanche, dès la fin du mois, vous pourrez, même avant l'arrivée des spécimens papier dans vos établissements, vous pouvez consulter un lien de feuilletage qui sera en ligne sur notre site internet. Et début avril, un extrait du manuel numérique sera disponible sur mesmanuels.fr et vous pourrez découvrir le manuel numérique. Voilà. Alors, est-ce que vous aviez des questions pour Miroslav et Jérôme ?
Non, alors une question Marion pour toi sur le prix de la licence numérique. Moi je ne l'ai plus en tête, donc je préfère ne pas te dire de bêtises. Marion? On a perdu Marion. Oui. Non, je suis là, je vérifie juste. Tu vérifies le prix de la licence numérique? Tout à fait. Les commandes peuvent être passées dès lors que le titre sera paru. Je dirais, attendez la fin du mois d'avril puisque les envois de spécimens auront lieu tout au long du mois d'avril. La licence numérique élève sera à 9 € par an. Voilà, donc une licence annuelle par élève de 9 €. Et si vous équipez 100% de la classe en manuel papier, elles sont offertes aux élèves. 5 ans. Elles sont à moins. Et pour les enseignants, de toute façon, vous avez toujours la version numérique de votre manuel. Alors, une question. Je suis enseignant en BTS CIRA, où nous abordons la maintenance, notamment des capteurs. Ce guide peut être très pertinent pour notre formation également. Est-il possible de prévoir un spécimen pour les coordinateurs des sections CIRA? Alors, je ne sais pas si nous avons ces sections-là dans notre fichier, mais on va du coup se renseigner avec notre responsable marketing, qui est Marion, que vous ne voyez pas, mais qui répondait aux questions sur le prix. Donc, on note votre remarque. Concernant les versions, une question, est-ce qu'il existe une version enseignante et une version élève? Non, ce sont les mêmes versions. En revanche, en tant qu'enseignant, vous avez des ressources complémentaires qui sont disponibles sur le site Hachette Éducation, telles que le tableau de correspondance dont vous parlait Bénédicte au début de sa présentation. Alors, une question pour Miroslav de Laurent. Comment voyez-vous l'enseignement? Comment voyez-vous? Alors, je ne comprends pas forcément la question. L'enseignement bac pro, enfin le nouveau bac pro, étant donné qu'on a déjà des difficultés avec le bac pro MEI. Je pense que c'est ça la question. Oui, alors c'est vrai que l'esprit d'analyse est déjà très compliqué. C'est une bonne question. C'est vrai qu'en préparant cette présentation, alors je voyais large, bac pro, BTS. Je pense que l'essentiel, en fait, c'est déjà de faire prendre conscience aux élèves du contexte dans lequel ils vont évoluer. Je pense que c'est assez évident. Je pense que c'est pas forcément les élèves qui sortent de bac pro qui vont, eux, décider de où placer tous les capteurs, de comprendre comment construire ces tableaux de bord. Par contre, je pense qu'il est déjà, s'ils arrivent à comprendre l'environnement dans lequel ils vont évoluer, ce qui change, comprendre que le numérique, c'est un outil qui est là pour les aider. Et c'est voilà, déjà, s'il y a déjà cette première chose, ça c'est génial, je pense. Ensuite, voilà, après, ce que j'espère, enfin moi je rencontre régulièrement des personnes dans le monde professionnel qui ont un bac pro MEI, qui progressent et qui pour les plus curieux, apprennent au fur et à mesure et en fait reviennent un peu en arrière sur leur enseignement et construisent sur des choses qu'ils n'ont pas forcément comprises au début, mais voilà, qui les a interpellés. Voilà. Et du coup, je pense que le plus important, c'est déjà s'ils arrivent à comprendre cet environnement numérique, en quoi il peut leur être utile pour améliorer leur travail. Déjà, je pense que c'est un très bon point de départ. Une autre question pour vous, Miroslav. Oui. Est-ce que l'installation de capteurs IoT à la place de capteurs traditionnels est facile et est-ce qu'il faut avoir de fortes connaissances informatiques? Alors, oui et non. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, c'est une technologie qui est en train d'évoluer très rapidement. On a l'arrivée de plus en plus de fournisseurs qui vont à la fois vous aider à installer des capteurs, mais aussi qui vont les relier à des plateformes IoT pour vous, et qui vont les analyser aussi. Et du coup, je dirais qu'il y a de plus en plus d'offres en package tout en un, on va dire, qui apparaissent.
Donc, vous n'aurez pas, enfin, les services maintenance n'auront pas forcément besoin d'avoir une réelle compétence en informatique. C'est un peu comme aujourd'hui pour l'analyse vibratoire, par exemple. Souvent, le technicien va les mesurer et ensuite les données vont être analysées par des experts dans des centres, enfin, chez un sous-traitant. Donc voilà, donc, pour le basique, on va dire qu'il y a une offre qui se développe de plus en plus pour en faire un package utilisable clé en main. Voilà. Donc il ne faut pas forcément être un geek et pour avoir le droit d'utiliser ces capteurs. Tout le monde, je dirais, aura la capacité, le droit d'utiliser et la possibilité d'utiliser ces capteurs. Voilà. Donc, moi, je peux répondre aussi un petit peu à cette question, puisque j'expérimente ce petit truc là que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est quoi? Regardez, je vais vous montrer quand même. Donc ça, c'est un capteur de température. On le plug sur ce machin-là. Cette petite prise multiple, en fait, elle va numériser ce que perçoit le capteur. Et ensuite, il y a juste un câble qui relie tous ces capteurs-là à l'automate. Un seul câble au lieu d'avant 3 câbles par capteur qui va à l'automate. Et, et puis, on peut même aller sur un logiciel de supervision aussi grâce à une autre prise qui est ici. Et je vais faire un petit tutoriel qui explique tout ça, mais en fait, il n'y a pas besoin du tout de connaissances en informatique ou très peu, puisqu'il y a le logiciel qui est fourni avec. Et après, si on veut le faire soi-même, évidemment, ça demande des compétences en informatique, par exemple l'utilisation de Node-RED ou des logiciels comme ça. Je ne sais pas si tu connais, Miroslav, mais enfin, voilà, des choses un peu plus sophistiquées. Mais il n'y a nullement besoin. Au contraire, c'est beaucoup plus simple, à mon avis, d'installer un capteur IoT qu'un capteur traditionnel. Enfin, en tout cas pour moi. Oui, il y a une vraie, dans ce domaine-là, il y a une vraie révolution technologique et dans l'usage de ces outils qui fait que ça devient de plus en plus facile à mettre en place. Merci. Alors, on a eu beaucoup de questions là sur les demandes de spécimens. Donc, ce que je vous conseille, et Marion vous a répondu en ce sens sur le fil de la conversation, je vous conseille vraiment d'attendre la fin du mois d'avril pour voir si dans vos établissements vous recevez les spécimens que nous avons envoyés. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez ensuite, fin avril, début mai, faire des demandes de spécimens sur le site Hachette Éducation. Marion va vous donner l'EAN du livre, mais attendez vraiment la fin du mois d'avril parce que vous pourriez très bien être ciblé par nos envois de spécimens. Nous avons une question aussi, Miroslav, sur est-ce que via la plateforme Maintenancia, on peut mettre en contact des écoles avec des entreprises pour des visites d'entreprises qui ont de la maintenance 4.0 ? Parce que vous savez, souvent les enseignants essayent d'organiser des visites terrain avec leurs élèves. Est-ce que c'est un service qui est offert sur la plateforme Maintenancia ? Alors pour l'instant, pas encore. Parce que c'est voilà, ce côté réseau social, il est assez récent, comme je vous l'ai expliqué. L'idée, oui, c'est de permettre de développer de nouveaux services, entre guillemets. Donc pour l'instant, c'est pas encore disponible, ça fait partie des idées. Alors, il faut aussi comprendre que c'est une technologie récente. Vous n'allez pas trouver énormément d'entreprises en fait qui ont développé toutes ces technologies. Du coup, voilà, il n'y a pas non plus. On est vraiment à la naissance de quelque chose. Et j'ai vraiment été intrigué par cette réforme pédagogique parce que je trouve que elle est très rapide et ce qui est très très bien. Du coup, ça va, j'espère, aussi accélérer côté industriel, voilà, l'arrivée, l'utilisation de ces outils. Mais voilà, pour l'instant, pas sur la plateforme Maintenancia, mais c'est prévu. Et est-ce que vous faites des interventions dans les lycées, Miroslav, pour expliquer aux élèves l'avenir industriel ? Alors non, on m'a déjà demandé plusieurs fois de le faire, mais non, après, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est un peu l'idée de Maintenancia, en fait. C'est pas l'objet de notre rendez-vous, mais c'est vraiment de mettre du lien entre l'école et l'industrie. J'ai beaucoup de personnes dans mon réseau que je suis en train de motiver pour mettre beaucoup de matériel pédagogique en ligne. Idéalement, mon rêve, ce serait de pouvoir faire inscrire virtuellement, bien sûr, des machines sur Maintenancia pour qu'elles délivrent leurs données, pour que vous ayez du matériel pédagogique et montrer aux élèves comment ça fonctionne. Voilà, donc j'ai beaucoup de projets à venir. Voilà, donc je suis aussi ouvert à tous les projets que vous auriez envie de mener pour la plateforme. Voilà.
Voilà. Alors, on a essayé de répondre un petit peu à la majeure partie des questions, mais je vois qu'il est 19h15, donc il va falloir qu'on mette fin maintenant à cette visioconférence. On a déjà dépassé le temps d'un quart d'heure. En tout cas, je voulais vraiment remercier Miroslav, Jérôme et Bénédicte pour leur temps de présentation pendant cette visio. Et remercier également Marion, qui a répondu à vos questions au sujet des licences et des prix et des spécimens, et remercier tous les participants à cette visio, tous les enseignants qui nous ont rejoints. Voilà, sachez que donc, nous réorganiserons une nouvelle visio qui aura lieu le 2 juin, où on fera avec nos auteurs une présentation vraiment détaillée du guide de la maintenance. Et d'ici là, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux ou sur le site Hachette. Et bien sûr, toujours suivre des vidéos d'Albert Duclentin sur YouTube et vous rendre sur le site Maintenancia pour éventuellement rentrer en contact avec Miroslav. Voilà, nous vous souhaitons une bonne soirée à tous et à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Ouais. Au revoir. Bonsoir.